Bonjour. Suite donc à la déclaration du président sénégalais sur le fameux dessert des tirailleurs sénégalais, j'ai trouvé nécessaire de faire un petit cours sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Parce que moi-même, je suis un spécialiste de la question des tirailleurs sénégalais. En 2010, j'ai soutenu une thèse à l'université Paris 7 intitulée Les Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île, 1895-1960. Thèse dans laquelle je démontrais que si la France a réussi à conquérir un vaste territoire comme Madagascar, qui équivaut à la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, tout ça réuni, c'est parce qu'il a mis en place un corps de soldats, parmi lesquels il y avait beaucoup de gens originaires des colonies, notamment de la Kabylie en Algérie et surtout de l'Afrique de l'Ouest, les fameux tirailleurs sénégalais. Mais Madagascar n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. J'ai choisi Madagascar simplement pour plusieurs d'autres raisons que je ne vais pas énumérer ici. Mais dans toutes les colonies, ça a été exactement la même histoire. Donc mon nom c'est Amadouba. Présentement, j'exerce au Canada en tant qu'historien-chercheur. J'ai fini de rédiger un livre sur l'histoire des Noirs au Canada. La contribution des Noirs à l'édification du Canada depuis la guerre de 1812 contre les États-Unis jusqu'à 1945. Une histoire totalement oubliée. Donc pour revenir sur la question des tirailleurs sénégalais, je vois d'abord préciser que c'était une histoire qui fait suite à l'abolition à l'esclavage finalement. Parce qu'à la fin du 19e siècle, non, au début du 19e siècle, excusez-moi, c'était la révolution industrielle. La Grande-Bretagne, qui est la première puissance industrielle, a décidé de créer, d'encourager le mouvement abolitionniste pour qu'on abandonne l'esclavage. Pas parce que ils aimaient les Noirs, ils étaient gentils avec les Noirs, mais simplement parce que la machine devait remplacer l'homme. La machine était beaucoup plus rentable que l'homme. La machine ne tombe pas malade, ne sabote pas, et puis une machine peut remplacer 10 à 15 personnes. C'est simplement pour des questions de rentabilité et que l'esclavage n'avait pas d'avenir. Surtout aussi que les esclaves se révoltaient beaucoup. Il y a beaucoup d'esclaves, hein, des révoltes en Haïti, en Jamaïque, les Marons, tout ça. Je ne vais pas y revenir, c'est une longue histoire. Donc il fallait aussi abandonner cet esclavage. Alors, pour revenir au code de tirage sénégalais, en 1860, c'est un corps qui est créé en 1857 par le lieutenant Faidherbe à l'époque, gouverneur du Sénégal. Donc, c'est lui qui a créé officiellement ce bataillon en 1857. Et à cette époque, donc, le Sénégal correspondait à une petite partie du Sénégal, le Saint-Louis et de ses environs. Le reste n'était pas encore conquis. Donc, dans ce corps, il n'y avait effectivement que des Sénégalais. Mais ils n'étaient pas nombreux. Arrive maintenant vers 1870, qui est une date charnière. La France s'était engagée dans une guerre contre la Prusse, l'actuelle Allemagne de l'Ouest. C'était une guerre menée par Napoléon, number two, hein, c'est pas le premier. Le premier Napoléon c'est 1812, le second c'est 1870. Napoléon est défait, vaincu, la France est vaincue. Et pour se repositionner sur la scène mondiale, la France voulait donc miser sur les conquêtes coloniales, étendre les colonies, notamment en Afrique. Parce que dans la deuxième moitié du 19e siècle, vous savez très bien que nous sommes dans ce que les Britanniques appellent the Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique. Donc c'était vraiment la période de colonisation de l'Afrique. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Afrique savent très bien que la seconde moitié du 19e siècle, c'est les conquêtes, hein, avec le fameux conférence de Berlin qui va arriver 15 ans plus tard, en 1885. Donc la France décide donc de mettre l'accent sur le recrutement des soldats en Afrique, notamment les tirailleurs sénégalais. Il va aussi créer un corps qu'il va appeler les tirailleurs soudanais dans les années 1880. Parce que dès que la France conquiert le Sénégal, prend le fleuve Sénégal, va vers l'est, le haut fleuve Niger, donc il conquiert le Soudan, l'actuel Mali, une partie de la Haute-Volta, de l'actuel Burkina Faso, de la Guinée. Donc met en place le corps des tirailleurs soudanais dans les années 1880-90. Et les Soudanais étaient devenus majoritaires dans ce corps à tel point que la langue la plus parlée dans le rang des tirailleurs sénégalais, c'était le Bambara qui est devenu la franca lingua. Ensuite, dans les années 1894, la France crée le corps des tireurs Haoussa dans l'actuel Bénin, qui s'appelait le Dahomey, cette région-là, le Niger. Et c'était une appellation assez stratégique parce que la France l'a choisi simplement parce qu'il y avait beaucoup de Haoussa dans cette région, notamment au Nigeria, qui est un grand groupe
Il fallait brouiller les cartes pour que les Hausa viennent s'engager dans les rangs des Français et qu'ils n'aillent pas, c'est les Britanniques qui avaient créé eux aussi l'équivalent des tireurs sénégalais qu'ils appelaient the WAFIS, the West African Frontier Force, dans l'actuel Nigeria au nord. Donc c'est comment qu'est venu le corps des tireurs Hausa. Mais la majorité c'était des Fonds, des Adja, des Nagou qui occupent véritablement l'actuel Bénin. Puis, en 1901, à cause de cette diversité de corps des tireurs sénégalais, soudanais, Hausa, et pour éviter des rivalités, la France décide de homogénéiser ce corps et met en place une loi, celle du 7 juillet 1901, qui stipule que désormais tous les corps recrutés en Afrique noire francophone s'appellent tirailleurs sénégalais. À partir de cette époque-là, les tireurs Hausa deviennent des tireurs sénégalais, les tirailleurs soudanais deviennent des tireurs sénégalais, les Sénégalais restent des tireurs sénégalais, les tireurs gabonais sont des tireurs sénégalais, les Congolais, les Centrafricains, Ubangui Chari, Tchad, tout ce que vous voulez, jusqu'en Somalie Est, donc l'actuel Djibouti, les tireurs donc djiboutiens, c'est des tireurs sénégalais. L'exception seulement en Afrique du Nord avec les Maghrébins, ils ne s'appellent pas tireurs sénégalais, aussi à Madagascar, ils gardent leur nom. Donc, ça c'est le contexte dans lequel est l'opération. Maintenant, la question la plus importante, c'est pourquoi la France a décidé de recruter en Afrique. Pourquoi? Et puis, les raisons elles sont multiples. La première, c'est que, comme j'ai dit, la France voulait étendre ses conquêtes et elle avait un problème de budget militaire. La France a été vaincue par la Prusse. Elle n'avait pas d'argent, donc il fallait recruter dans les colonies qui coûtaient beaucoup moins cher que de recruter des jeunes blancs qui coûtaient beaucoup plus cher. L'autre raison, c'est qu'il y avait un lobby anticolonial qui attaquait, et surtout donc si les recruteurs avaient pris des Français, le parti au pouvoir ou bien le parti qui le soutenait pouvait perdre les élections parce que le slogan était qu'il n'était pas pensable d'amener des jeunes européens blancs dans des conquêtes coloniales africaines, dans des pays tropicaux où ils vont mourir de malaria, de typhoïde, de fièvre jaune, de toutes ces maladies-là. Vous savez très bien les idées européennes du 19e siècle extra-racistes envers l'Afrique. Ça, c'est dans le contexte pourquoi la France décide. La France décide aussi, c'est pour diviser et régner. Il va utiliser la politique du colonisé contre le colonisé. Il ne faut pas y revenir. Ça. Je vous conseille, si vous voulez véritablement connaître ces raisons-là, de lire mon livre sur les Sénégalais à Madagascar, militaires ouest-africains dans la conquête et la colonisation de la Grande Île, 1895-1960. Alors, du côté des tireurs sénégalais, pourquoi ils veulent s'engager comme soldats? Là également, on peut détecter un certain nombre de raisons. La première, c'est que la France avait brandi la citoyenneté. Figurez-vous bien aujourd'hui que si la France demandait à des Africains de s'engager dans ces guerres de maintien de la paix ou je ne sais pas où, et en contrepartie, ils vont avoir la citoyenneté, je peux parier qu'ils seront des milliers à s'engager, vu le chômage, toute cette représentation, ces images que les Africains, certains ont de l'Europe, ça. Et tous ces migrants qui vont mourir dans l'océan. Donc, c'est le même contexte. Donc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les ethnologues et les anthropologues français avaient étudié les sociétés africaines, notamment ouest-africaines. Ils ont compris que c'était des sociétés à caste, en tout cas pour un certain nombre d'ethnies. Donc, en haut, il y a, si je prends le caste Wolof, les guerres, et tout en bas, il y avait les Djam, qui sont l'équivalent des captifs des esclaves. Si je prends dans ma région du Fouta, les Torodo au-dessus, et puis les Machuru en bas. Donc, d'après un historien canadien qui a travaillé beaucoup sur la question des tireurs sénégalais, son nom c'est Myron Eschenberg, qui a enseigné à l'université de McGill à Montréal. Lui, il développe cette question en montrant que le recrutement au début c'était dans la basse extraction, justement ces gens captifs. Et eux, on peut comprendre leur engagement, parce que quand ils font l'armée, ça leur permet d'avoir des promotions dans la société. Après l'armée, au bout de 4 ans, 5 ans, dès qu'ils reviennent, ils deviennent des interprètes, des chefs de canton, et ils travaillent avec l'administration coloniale. D'ailleurs, c'est ça qui a poussé les autres aussi castes à tout de suite envoyer leurs enfants dans les corps des tirailleurs sénégalais pour ne pas sombrer. D'ailleurs, lisez l'aventure ambiguë de Cheikh Hamid Khan. Si on n'envoie pas nos enfants, ce sont les autres qui vont les envoyer. Et nous, qu'est-ce que nous allons devenir enfants? C'est ça qui pose la question donc, dans cette affaire-là. Les autres raisons aussi, c'est comme j'ai dit, ils étaient payés, ils avaient leur solde. Surtout donc cette affaire de citoyenneté. Au Sénégal, nous avions ce qu'on appelle les 4 communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque.
Dans ces 4 communes, les habitants étaient des Français. C'était des communes de plein exercice, c'était des Français. Ils avaient les mêmes traitements que les Français. Les fameux desserts dont parle le président sénégalais, c'était justement ces gens des 4 communes qui étaient ultra minoritaires, donc qui mangeaient à table avec les Français, qui buvaient le vin, qui avaient des traitements différents et qui n'étaient pas en contact véritablement avec les autres qui sont des sujets français, qui étaient majoritaires mais qui étaient des sujets. Donc ces gens-là, ces sujets, ils enviaient beaucoup à ceux qui étaient français. Donc cette affaire de citoyenneté était un élément très important. L'autre élément, donc, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Le plus important, simplement, c'est de comprendre que c'est une histoire très importante de l'Afrique au 19e siècle. Et si on veut comprendre l'Afrique d'aujourd'hui aussi, il faut replonger sur notre histoire de cette époque-là. C'est une époque charnière. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est nous qui devons célébrer le tirage sénégalais, nous Sénégalais. Est-ce qu'on doit le célébrer ou bien est-ce que c'est la France qui doit le célébrer? Il me semble que c'est la France qui doit les célébrer. C'est la France qui doit être reconnaissante envers tout ce qu'ils ont fait pour la France. Tous ces territoires qu'ils ont donnés à la France, qui est devenu un grand pays dans le monde, la langue française qui rayonne dans le monde, la culture française qui rayonne dans le monde, l'économie française, mais toute cette puissance de la France, c'est en grande partie à cause de ces gens qui l'ont recruté dans les colonies, qui sont allés faire des guerres, qui ont donné des territoires. Et la France se montre arrogante aujourd'hui, avec les questions d'immigration, de racisme, le rejet. Ça, c'est un manque de reconnaissance de la France envers ces gens-là. Mais aussi, on sait très bien la question de la cristallisation des pensions, parce qu'avec les indépendances, notamment en 1959, avant les indépendances, on a décidé de cristalliser. On a diminué leur salaire par rapport aux Français blancs. Tous, ils n'étaient pas payés. On a aussi l'affaire de Tcharoy en 1944, quand ils sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réclamé leur dû, on les a tués. On parle de 300 morts. C'est une histoire très tragique. Donc, il me semble que ces tirages sénégalais, on ne doit pas les célébrer. Surtout que, il faut qu'on se rappelle, c'est des gens qui ont été utilisés aussi pour défaire nos rois. Les Lat Dior, les Déangins, Amadou, Samori Touré, El Hadj Omar Tall, Maba Diakhou, tous ces rois africains, tous ces fils de chefs, toutes ces personnes qui se levaient pour lutter contre la colonisation ont été défaits par des armées où plus de 90% étaient des Africains, des tirailleurs sénégalais, avec quelques officiers français qui les dirigeaient. Ce ne sont pas des Français de France, une armée française qui est descendue en Afrique pour conquérir, c'est justement ces recrues de tirailleurs sénégalais. Dur à admettre, c'est vrai, mais c'est la réalité, il faut qu'on l'accepte. Donc si on comprend les raisons pour lesquelles ils se sont engagés, on peut comprendre aussi cette histoire-là. Aujourd'hui, après tout, on voit des réseaux où des Africains vendent d'autres Africains dans les pays du Maghreb qui les esclavagisent, des jeunes filles. Donc c'est encore pire que l'histoire des tirailleurs sénégalais. Pourtant nous sommes au 21e siècle, en 2018. Ça existe encore. Donc ne soyez pas surpris que ces gens-là ont décidé de s'engager pour leur propre intérêt. Ça c'est leur problème, je ne suis pas là pour les juger, c'est leur problème. Est-ce qu'ils ont droit, est-ce qu'ils n'ont pas droit, ça ne me regarde pas. La réalité c'est qu'ils se sont engagés pour un certain nombre de raisons que j'ai énumérées dans mon livre. Donc, on ne doit pas les célébrer, je pense. Ça équivaut un peu à la question des Harkis en Algérie. Voyez-vous très bien qu'après la guerre d'Algérie, le débat s'est posé. Mais je ne veux pas aller jusqu'à ce qu'ont fait les Algériens de massacrer les Harkis. Je ne dis pas ça. Ça c'est autre chose. C'est une autre chose puisque c'est une guerre d'indépendance que des Algériens ont combattu contre les Algériens. C'est différent de la question des tirailleurs sénégalais un peu. Mais, quant à les célébrer, je crois que c'est la France qui doit d'abord être reconnaissante. C'est la France qui doit accepter cette histoire et c'est la France qui doit comprendre que nous partageons les mêmes histoires, regarder son histoire en face, accepter toute cette immigration africaine, accepter que nos sorts sont liés et arrêter de soutenir des dirigeants, des dictateurs pour rester encore dans le néocolonialisme. Ça, c'est ça le bottom line là. C'est ça qu'il faut débattre aujourd'hui. Mais arrêtez de dire on avait droit à des desserts. Je ne sais pas qui a conseillé notre président, Macky Sall. Ce n'est pas un historien, moi je le comprends et je ne veux pas le juger, ce n'est pas un historien, ce n'est pas son terrain.
Je peux le pardonner cette erreur. Mais ce que je ne peux pas pardonner, c'est qu'on néglige l'enseignement de notre histoire. Macky Sall a fait un geste très fort en 2016 et je l'ai salué dans les réseaux sociaux par la création de l'histoire générale du Sénégal. Il a financé des millions pour qu'on apprenne l'histoire générale du Sénégal. Et donc, ça va dans le sens contraire de cet acte-là, cette déclaration. Donc, s'il veut vraiment élargir son électorat dans la jeunesse, je rappelle qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine panafricaniste, elle grandit. Les Africains sont très panafricanistes, ils sont très fiers, ils sont instruits, ils sont contre la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, attention sur ces choses-là, parce que l'Afrique, la base pyramidale, c'est la jeunesse. Les jeunes, ils vont voter. Et ils savent ce qui se passe, les réseaux sociaux au XXIe siècle. Tout président africain qui prend le risque de fâcher la jeunesse africaine risque gros, des manifestations, des soulèvements et beaucoup de choses. Donc je ne conseille à personne, ni à Macky Sall, ni à aucun président africain, de jouer avec le feu. Nous sommes africains, nous sommes fiers d'être africains, nous voulons une histoire africaine, changer ce destin de l'histoire. Façonner un nouveau type d'Africains fiers, gagner la bataille des esprits. Parce que finalement, ce sont nos esprits qui ont été vaincus. On regarde toujours ce qui se passe ailleurs, on regarde le monde. On ne regarde pas ce que nous sommes, ce que nous avons. Et c'est là l'enjeu véritable du XXIe siècle. Pour l'Afrique, si elle veut décoller, dans les années 80, la Chine était un pays misérable, pauvre, mais quand la Chine s'est réveillée, c'est le monde entier qui a tremblé. Et moi, j'attends que l'Afrique se réveille pour que le monde tremble une deuxième fois. Et ça va arriver, puisque moi, je compte beaucoup sur la jeunesse panafricaine. Donc, c'est ça que j'aimerais simplement ajouter sur cette question des terrains sénégalais. Ils ont fait toutes les guerres, depuis les guerres coloniales, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les répressions, et c'est très bien qu'ils ont été envoyés à Madagascar, en Algérie. Donc, ce n'est pas une histoire qui nous honore, mais en même temps, c'est une histoire qui fait partie de nos histoires. On ne doit pas l'exclure, on ne doit pas les juger négativement. Quelqu'un qui s'engage dans une armée coloniale, on peut comprendre les raisons pour lesquelles il s'est engagé. Il faut simplement étudier cette histoire, la clarifier, la décortiquer, l'analyser pour mieux comprendre comment sont structurées nos sociétés aujourd'hui et aussi les oppositions ethniques, parce qu'il y avait beaucoup d'oppositions ethniques, la politique de diviser pour régner. Toutes ces choses-là donc, toutes ces choses ont fait que nous sommes aujourd'hui où nous en sommes. Voilà pourquoi il est important de mettre les choses au clair, de demander à nos autorités, au président Macky Sall, de bien s'entourer. Ce n'est pas un historien, c'est un ingénieur, je pense. Et s'il veut vraiment gagner la bataille, notamment dans la jeunesse, il faut qu'il prenne en compte cet aspect fondamental, que l'Afrique est de plus en plus panafricaniste. Les jeunes aiment l'Afrique. Les jeunes veulent voir l'Afrique unie. Les jeunes veulent voir une Afrique nouvelle. Les jeunes veulent voir une Afrique où l'éducation marche, où les jeunes ne vont pas prendre des pirogues pour aller en Europe, où l'immigration c'est fini. Nous qui sommes à l'étranger, nous voulons aussi que ça change pour retourner vivre dans nos pays, apporter. Et on le fera. C'est ça que nous voulons. Nous comptons sur l'Afrique, nous misons sur l'Afrique, nous aimons l'Afrique. Il ne faut pas que les Africains croient que nous sommes au Canada, nous sommes en Europe, que nous avons laissé l'Afrique. On ne laissera jamais l'Afrique. L'Afrique, c'est ici dans nos cœurs. On aime l'Afrique et on fera tout de notre possible pour que l'Afrique en sorte. C'est notre défi. Chaque chose a son temps et on va le faire. Donc cette vidéo, c'était simplement pour une réplique justement à cette grosse polémique qu'a suscité la sortie de notre président. Donc j'ai dit que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est une histoire très méconnue. Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup d'histoires qui sont méconnues. Donc mettons l'accent sur la formation de jeunes fiers, de jeunes africains, conscients, panafricanistes, qui aiment l'Afrique, qui sont prêts à accompagner l'Afrique dans la bonne direction. Ne mettons pas les médiocres à la place des bonnes graines. Choisissons les bonnes personnes à la place, aux bonnes places. Sinon, c'est l'Afrique qui continuera encore à vivre ce qu'elle a vécu dans les siècles passés. L'esclavage va revenir sous d'autres formes, le néocolonialisme, le pillage des ressources. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement difficile pour un Africain d'être respecté dans le monde d'aujourd'hui. Puisque la base, c'est l'Afrique. Si l'Afrique ne marche pas, l'image qu'on va renvoyer à n'importe quel Africain, c'est simplement que l'Afrique ne marche pas. Donc, c'est une histoire très importante.
qu'on doit accepter telle qu'elle est, qu'on doit étudier, qu'on doit comprendre et qu'on arrête des célébrations, des récupérations politiciennes qui n'apportent rien. Je pense qu'on est assez grand maintenant. Après 60 ans d'indépendance, on doit savoir ce qu'on veut véritablement. Je pense que le discours doit changer. C'est le moment de changer le discours. Il y a plein d'intellectuels africains qui veulent que l'Afrique change. Et nous comptons beaucoup sur l'Afrique. Nous comptons sur la jeunesse africaine. Nous comptons sur les dirigeants africains qu'ils changent, qu'ils mettent un peu les idées panafricanistes, l'union, le fédéralisme, que ces petits pays-là, ça ne représente pratiquement rien dans ce monde d'aujourd'hui. Le monde, c'est un monde de blocs, de grandes puissances. Le Canada, c'est presque 10 millions de kilomètres carrés, c'est des provinces différentes. Les États-Unis, la Chine, tous ces pays-là, l'Afrique ne pèse rien. Donc, doit-on rester encore derrière en train de quémander, en train de souffrir de maladies, d'Ebola, de tendre la main, d'être aidé tous les jours? Ou bien devons-nous prendre le destin en main comme a fait les Asiatiques, les Chinois et les Japonais et tout le monde pour s'en sortir? C'est à nous de décider. Ce n'est à personne d'autre. Donc, je pense qu'on doit étudier d'abord cette histoire, former une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui s'accepte, qui s'aime, qui n'a pas de préjugés ethniques, religieux, que le Sénégalais aime autant le Sénégal qu'il aime le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Mali, que le Mali aime autant le Mozambique, qu'on va vers l'Afrique, le panafricanisme, le vrai. Tous ces petits pays-là, ça n'apporte rien à l'Afrique. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, cette vidéo. Donc, pour finir, donc, je suis professeur ici. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Je fais partie des gens, peut-être que vous direz, ah, ils sont au Canada, ils ont laissé l'Afrique. Non, ne vous inquiétez pas. On aime l'Afrique. On sera en Afrique pour aider l'Afrique. C'est ça, nos souhaits. C'est ça que nous voulons. Nous aimons l'Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans la diaspora, qui se défoncent tous les jours. Et c'est eux aussi qui font que l'Afrique, ils aident l'Afrique de plusieurs façons. Donc, on est ensemble. Nous aimons tous l'Afrique. Le 21e siècle doit être le siècle de l'Afrique. On a trop souffert de l'esclavage des Arabes, qui a duré comme 1500 ans. L'esclavage européen, 450 ans. La colonisation, pendant tout ce temps, le noir a souffert. Il est temps que nous changions aussi la donne, que nous ayons droit aux bonnes choses de ce monde. Nous ne sommes pas simplement faits pour rester derrière. Voilà le message que je lance, sans rentrer dans des considérations politiques, sans critiquer n'importe qui. Moi, je critique les chefs d'État africains qui sont des collaborateurs, qui n'aiment pas l'Afrique. Je soutiens les chefs d'État africains qui défendent l'Afrique, qui défendent leur peuple. Je n'ai pas de problème avec aucun chef d'État. Si l'actuel président sénégalais fait de bonnes choses, je serai le premier à le saluer, et je l'ai fait avec l'histoire générale de l'Afrique et d'autres initiatives. S'il se range derrière la France aussi, ben je fais comme ces gens-là qui n'aiment pas ça, qui vont parler. C'est comme ça. Faisons en sorte que notre continent, ce beau continent, qui est à l'origine de l'humanité, l'Afrique, que notre continent redevienne ce qu'il était avant. On a eu des grandes personnalités, les Cheikh Anta Diop, des grands rois, depuis l'Antiquité, les grands empires. Et voilà que les Arabes et les Européens sont venus, ils ont tout détruit. Et là, on n'est pas capable de remettre les choses en ordre. Non, je pense qu'on doit se repositionner. Mais tout passe par l'éducation, la bonne éducation. L'éducation est la base de tout. Si on rate l'éducation, on a tout raté. Donc c'est un message que je lance. Donc j'ai profité de ce message sur les tirailleurs sénégalais qui, voyez-vous, c'est une histoire qui peut nous emmener loin. Donc c'est pour cela qu'on doit la connaître. On doit l'apprendre. C'est notre histoire. Elle est douloureuse. Elle est difficile. J'ai été à Madagascar en 2006 pour faire des enquêtes. J'ai compris comment le Sénégalais est très mal vu à cause justement de ces tirailleurs sénégalais. Parce que les Sénégalais symbolisent l'oppression. Beaucoup de Sénégalais ne peuvent pas se marier. Si les gens savent qu'ils sont d'origine sénégalaise, sont rejetés. En Algérie, dans tous les pays, les régions où la France est implantée, il y a le drapeau de la France, le tirailleur sénégalais est très mal vu puisqu'il symbolise l'oppression. Il jouait son rôle de militaire, on peut le comprendre. Mais la réalité, c'est que les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. L'Afrique est divisée. Il y a une division ethnique qui repose aussi sur cette façon de recruter, d'opposer les uns contre les autres, puisqu'il y avait un recrutement ciblé.
On a opposé le gars de la savane au gars de la forêt, qui est petit, trapu, et puis le gars de la savane costaud, qu'on a recruté. On a opposé beaucoup d'ethnies les uns contre les autres. Je ne vais pas revenir sur cette longue histoire qui est l'histoire de l'Afrique. Donc je vous conseille tout simplement de s'intéresser à l'histoire de l'Afrique, de lire, et à nos enseignants, à nos dirigeants, à nos hommes politiques, de mettre un peu véritablement l'accent sur l'éducation, les valeurs, notre histoire, de façonner une nouvelle jeunesse, une jeunesse consciente. C'est la seule façon, à mon avis, c'est le seul moyen d'aider l'Afrique à s'en sortir. Mais brader nos ressources à l'ancienne puissance coloniale, notre pétrole, notre gaz, nos ressources, nos diamants, je crois que quelqu'un qui aime l'Afrique, qui est là pour l'Afrique, ne va pas faire ce genre de choses. Donc, un message que je lance aussi à nos dirigeants, à nos peuples, à notre jeunesse, pour qu'on soit véritablement les acteurs de ce développement qui va venir, parce que l'Afrique va changer, si les Africains le veulent bien sûr. Mais si les Africains ne le veulent pas, l'Afrique ne changera jamais, elle va rester comme elle est. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère que vous la partagerez. Et merci encore de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bye.